Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais aujourd'hui, je suis pas venu les mains vides. J'ai pris comme un podcast que j'ai fait, moi, Dr Faisal Obser et Dr Jody Saïd. Là, on a répondu à la majorité des questions qu'un nouveau diplômé ou un étudiant il se pose. Par exemple, quelles sont les meilleures formations que je peux faire? Comment m'auto-former? Est-ce que je dois partir à l'étranger? Qu'est-ce que je peux faire à l'étranger? On a répondu à toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire YouTube. C'est là où on va pouvoir vous répondre. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Bonsoir à tous, bienvenue à la Dentastation. Aujourd'hui, on est accompagné de Dr Jody Saïd, vous connaissez sûrement. On est aussi avec Dr Faisal Obser. Faisal Obser, un dentiste qui exerce en libéral depuis 7 ans. On l'a connu et vous le connaissez aussi sûrement sur les réseaux sociaux à travers les webinaires qu'il fait, à travers aussi quelques conférences qu'il a fait qui sont centrées beaucoup plus vers l'écolage et l'endodontie. On aimerait aujourd'hui connaître un petit peu votre parcours. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez, absolument. Ah ouais. Et puis, surtout je suis content de pouvoir partager avec beaucoup de personnes, raconter, être un petit peu dans la légèreté, surtout en étant avec des amis aujourd'hui. C'est deux personnes qui sont venues plusieurs fois assister au cabinet, mais aujourd'hui qui exercent. Ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution de tout un chacun. Non, oui. Et c'est aujourd'hui, on est là, peut-être qu'on va parler d'un sujet qui se rapproche de cette histoire qui m'a fait connaître Amir et Saïd. Personnellement, je suis dentiste. J'aime bien ce que je fais, je m'amuse en fait au quotidien. Pas souvent, en fois, c'est pas souvent un amusement. Mais ensuite, cet amusement-là, on me l'a demandé parfois de le partager avec d'autres et c'est ce que je faisais. Parfois un large public sur internet, parfois durant des ateliers ou encore. J'aime aussi le faire au cabinet, je reçois des gens qui viennent assister. Bon, ça me fait plaisir en tout cas. Merci Amir, j'essaie d'être bref. Bon, on va enchaîner directement sur la prochaine question justement. Tu as des questions en fait? Oui, il y a des questions. Donc le sujet de la journée d'aujourd'hui c'est l'auto-formation. Donc voilà. Donc, de par cette question, on veut connaître un petit peu ton parcours, tes débuts, comment tu as commencé justement sur... D'accord. Où tu as investi vraiment ton temps. Ah, ok. Étant étudiant. D'accord, donc étant étudiant, à un moment, j'y croyais plus. Je me disais, le dentaire, c'est pas fait pour moi, pour d'autres raisons. En fait, c'était un petit peu compliqué d'arriver à l'hôpital et puis de voir les conditions de travail, les conditions d'évolution et de formation qui n'étaient pas très adéquates. C'est pas la faute de personne, c'est un petit peu le pays. Nous sommes dans un pays du tiers-monde, en fait. Faut le dire. Ouais, et alors tu arrives et tu vois des bancs en boîte, je suis à Janaza, salle d'attente. C'est un petit peu compliqué d'être au plus de ses capacités émotionnelles essentiellement et ensuite cérébrales aussi de performance et de pouvoir se voir dans ce métier-là. Même ensuite, je me suis dit, je fais un petit tour dans les cabinets privés, j'étais en 3e année. Puis il y a toujours ces petites chaises-là en plastique et l'assistante qui prend un numéro. Alors tu vois ça, tu te dis ce métier... ça va finir un petit peu dans de la saleté sur un banc de boîte à Janaza où là une assistante qui distribue des tickets avec une blouse complètement tachée. Ce que je ressentais émotionnellement, je me disais que peut-être que c'est possible de changer autrement, de voir les choses autrement. Et c'est à partir de là, après 2 ans j'ai arrêté les études pendant 2 ans et après 2 ans je me suis dit c'est possible de changer les choses peut-être. Voilà, Ces 2 années de pause, ça t'a permis, je pense, de te booster, ça t'a permis de... Booster, j'étais déjà boosté parce que je faisais déjà autre chose. En fait. Genre, j'ai jamais arrêté de faire que le dentaire. En fait. Je bricolais toujours dans autre chose. Pendant ces 2 ans-là, j'ai appris aussi certaines techniques, j'ai fait certaines petites formations, etc. J'ai évolué dans un autre domaine, hors dentaire, qui m'ont permis d'avoir un regard, il y a un recul nécessaire. Imaginez un petit peu bon élève, voilà, tu vas, tu rates aucune année, tu avances et tout est bon. Et à un moment, tu arrives, tu te dis, voilà, c'est bon, c'est pas fait pour moi, c'est pas bon et on passe à autre chose. Et là, dans ce cycle-là où tu passes, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tu arrives à un moment où ça, c'est pas pour moi, on va voir autre chose. Au moment là, tu regardes mieux ton parcours, tu regardes mieux ce que tu peux faire à l'avenir. En fait, tu as un meilleur regard. Donc, pendant les 2 années, j'ai connu des gens qui sont consultants dans des grandes boîtes. J'ai affaire à des gens qui changent réellement le monde, on va dire, un petit peu dans l'associatif. Et ces gens-là sont très inspirants. Voilà, donc, ça m'a permis un petit peu de porter un autre regard, on va dire. Ayant participé justement dans les milieux associatifs, je veux dire que c'était un des éléments qui m'a vraiment permis de mieux me comprendre et de vraiment me développer
en tant que personne. Et je voulais développer ma partie humaine justement, le milieu associatif où j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu discuter avec des gens, j'ai pu sortir de ma zone de confort. Et je pense que ça m'a permis de sortir justement du milieu du dentaire et même, en même temps mieux développer dessus aussi. Parce que pour mon cas, c'était le centre d'appel que j'ai fait à Webel. J'ai fait 1 an en centre d'appel dans l'assistante technique chez Bouygues Télécom. C'est un opérateur français en fait. Et ça m'a permis en fait de voir un petit peu un domaine hors du dentaire pour voir l'évolution. On bossait pour des Français. Du coup, vous imaginez un petit peu la grandeur de la boîte, vous imaginez aussi la rigueur et le sérieux dans le travail. Il fallait faire un check-in à 8h pile. C'était pas 8h pile, tu es pénalisé en fait. Et ça m'a permis en fait d'être. Moi j'étais comme toi, fainéant, on l'est toujours, je pense. Mais en fait, ça m'a permis d'être beaucoup plus sérieux, d'être toujours à l'heure. Et en fait, c'était pour moi ça le déclic. Bon, mis à part que j'assistais chez toi bien avant, ça m'a permis déjà de changer ma vision par rapport à la dentisterie. Mais je te mens pas, j'étais pas vraiment boosté pour ce domaine-là. Tu sais que je suis beaucoup plus chaud pour tout ce qui est informatique, tout ce qui est jeux vidéo, etc. C'est prouvé que lorsqu'on développe plusieurs activités en complément ou même en second par rapport à ce qu'on fait habituellement dans notre routine, ça permet d'avoir plus de connexion cérébrale. Donc ça permet d'agrandir notre circuit de réflexion et ça permet donc d'améliorer nos capacités cérébrales. Vous avez parlé déclic, passion et motivation, etc. Ça, si vous pouvez checker ça, c'est intelligence émotionnelle, j'en parle beaucoup, j'en ai tellement parlé. Tu en as fait un webinaire? J'ai fait aussi un webinaire où j'ai cité l'intelligence émotionnelle, c'était débuter en endodontie. J'ai même fait une conférence à Tarit, invité par mes amis d'Oran. Petit coucou à Ayoub. Par rapport à l'intelligence émotionnelle, c'est un facteur clé chez le dentiste. En fait, c'est prouvé par des articles, des études où il y a carrément corrélation, c'est-à-dire que quitte émotionnellement intelligent, tu peux être bon dentiste plus facilement que quitte intelligent, genre cognitif, que d'être bon dentiste. Donc l'intelligence émotionnelle est un facteur déterminant. Et bonne nouvelle, ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille. En tout cas, il suffit de lire, de découvrir. C'est vrai qu'il y a une les formations bidons dedans, mais c'est essentiellement d'auto-formation. L'intelligence émotionnelle, c'est essentiellement d'auto-formation. Comment tu t'es formé? Techniquement parlant. Techniquement, c'est les mains? Non, je parle pas de la technique. Comment tu t'es formé dans la dentisterie? C'est-à-dire dans le domaine du dentaire. C'était quoi tes premières formations? Qu'est-ce qui t'a permis en fait de t'orienter vers l'endodontie et collage? En fait, au début, c'était beaucoup plus ma formation, c'était de me charger émotionnellement, positivement et surtout. Donc il y avait l'inspiration des gens dans d'autres domaines, etc. Mais je me suis quand même beaucoup inspiré de ce qui se partageait à l'époque sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà. Je traînais souvent sur Eugenol, à l'époque, oui, Eugenol, en tout cas aujourd'hui c'est très peu utilisé, mais j'étais sur Eugenol. Mais ensuite, c'est surtout l'image, c'est l'émotionnel qui a un petit peu permis de charger beaucoup plus cette image de digue. À l'époque, il n'y avait pas ces digues-là claires, etc. Mais l'image du propre, l'image du clair, net, et cette image-là que je voyais sur les réseaux sociaux, ces dentistes-là qui prenaient des photos, qui étaient, on va dire, qui faisaient un métier où ça semblait être passionnant, ça semblait être technologique aussi, en même temps cérébral. Je suis quelqu'un de très cérébral. Et lorsque je voyais ça, donc je m'étais commencé à me charger émotionnellement. Et c'est important de se charger émotionnellement. Ça peut créer une frustration, en fait, parce que les gens qui vont débuter vont se dire, voilà, je ne peux pas faire ça, en fait. Mais non, on va en parler tout à l'heure de ça, c'est pas vrai, en fait. Vous pouvez arriver, à un moment ou à un autre, vous pouvez arriver, c'est pas... Ça va être votre quotidien, ça c'est une partie compliquée. Mais cette image-là que vous voyez, que vous voulez faire, vous pouvez la mettre dans votre tête et lui donner un délai et puis progresser vers elle au quotidien. C'est tout un combat, je crois que vous êtes en train de le vivre. Je le vis aussi au quotidien. À travers ça, cherchez quelque chose qui vous captive, en fait, cherchez quelque chose qui vous puisse vous dire, puisse vous réveiller le matin. Ça me rappelle aussi ce qu'on appelle chercher au fond de soi le pourquoi je vais faire ça, et qu'est-ce que ça va m'apporter aussi. C'est beaucoup plus émotionnel, ce genre. D'ailleurs, je ne parlais pas de motivation financière ou de motivation. Beaucoup de l'émotionnel.
Il faut savoir qu'à l'étranger, pour entrer justement accéder aux écoles de dentisterie, ils font passer des tests d'intelligence émotionnelle. Émotionnelle, où justement ils évaluent l'empathie de la personne, sa motivation, son leadership, sa confiance en soi. Tu m'en avais parlé. Exactement, donc c'est une qualité, j'ai cherché sur ça parce que j'ai fait une conférence super importante avant même d'accéder à l'école de médecine. Et tu l'as dit un peu plus tôt, ça se développe. Et justement, comment on pourrait justement développer déjà cette partie-là? Parce que moi, en étant débutant, quand j'ai commencé, après avoir, on va dire, passé toute la partie théorique, la pratique c'était autre chose. Gérer le patient, gérer le stress qu'il y avait. Je veux dire que quand j'avais des patients, j'avais la boule au ventre avant de rentrer devant le patient. Donc, il y avait comment lui parler, et tout ça dépendait justement de ton intelligence émotionnelle, de ta confiance en toi, de ta... Même quand tu proposes un traitement, il faut justement dégager cette confiance. Donc, comment développer cette intelligence émotionnelle? En fait, par rapport au travail, alors l'intelligence émotionnelle, c'est un petit peu très vaste. Je ne pourrais pas répondre directement parce que, par exemple, gestion du stress, c'est tout un travail. Tu peux les orienter vers tes webinaires. Je pense qu'ils sont toujours... non, pas disponibles. Mais même le webinar, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas mon domaine ni ma spécialité. Personnellement, je suis un amateur, je suis ce qu'on peut appeler un profane, je suis pas un spécialiste. Mais est-ce que tu peux leur proposer, on peut déjà les points de départ, Daniel Goleman, intelligence émotionnelle. Là, c'est un petit peu le point de départ. C'est un livre, c'est un classique. Il faut démarrer de ça. Il y a l'application que tu m'avais donnée l'autre jour. Il y a des applications aussi, des applications aussi Conifit, excellentes. Ça, si vous faites un paiement, Conifit vous permet d'augmenter vos capacités cérébrales, pas émotionnelles. C'est un point de départ. Lorsque tu vas rentrer chez ton patient la boule au ventre, en règle générale, on se met un petit peu trop la pression parce qu'on va se dire que tout acte, on va le faire très très bien. Mais ça n'existe pas. Tout ça. Ça n'existe pas tout ça. Donc il y a des objectifs qui sont clairs. Dans le sens où, par exemple, mon premier objectif, c'est que je me le fixe émotionnellement. C'est que le patient revienne. Et sente que j'ai confiance. On apprend, surtout au début, à ne pas trop poser de questions au patient. Ça, c'est un point de départ. Pas trop poser de questions au patient, ne pas trop lui parler. Le laisser parler beaucoup plus. Et regarder avec attention, avec empathie. C'est déjà un très très bon point de départ. En réalité, on croit que notre action, parler, c'est une action de communication active, mais l'écoute active, en fait, est beaucoup plus forte. Beaucoup plus puissante que l'action, le verbe ou le mot. Le patient, il vient, il a peur. Il va juste voir votre plafond, peut-être. Même si peut-être c'est un bureau, il va vous voir en face, ok. Mais le patient, là, il a beaucoup plus besoin de quelqu'un qui puisse écouter, comprendre ce qu'il veut, que de quelqu'un qui va lui raconter sa vie. Mais le rassurer aussi, je pense que c'est très... Rassurer, ça va. Le rassurer, en fait, il faut déjà... Rassurer émotionnellement, mais... En fait, il faut qu'on soit déjà nous-mêmes rassurés, par nous-mêmes. Ça, c'est une étape importante. Donc, c'est là où il faut savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait faire. On sait pas faire. Exact. Et puis, quelles sont nos limites et là où on veut aller. Il faut que les choses soient assez claires. Ça veut dire, la majorité des gens ont une réflexion très floue, dans le sens où ils ont une image où ils se comparent beaucoup. Là, se comparer, c'est absolument nuisible. Il n'y a pas plus nuisible que la comparaison à d'autres personnes, parce que chacun est différent de l'autre. J'en ai parlé dans une vidéo. On peut comparer un acte, mais se développer au mieux avec soi-même. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que quand vous conseillez tous en fait de prendre des photos sur vos cas, il faut se comparer à vous-même. J'en ai parlé dans une vidéo pourquoi Facebook ruine votre carrière professionnelle, votre pratique. Essayez de ne pas vous comparer aux autres dentistes. Chacun ses conditions de travail. Chacun son matériel. J'ai développé une autre stratégie. Non, mais c'est très bien, désolé, mais c'est très bien de voir les cas des autres en fait. Mais c'est très bien pour pouvoir mettre une image à des objectifs, mais un acte ne correspond pas à une personne. C'est un acte en fait, c'est un acte qui a été fait dans un moment X avec un matériel Y, etc. Cet acte-là, c'est bien de le regarder, d'essayer de comprendre comment il a été fait, pourquoi. Essayez d'être beaucoup plus cérébral dans vos comparaisons qu'émotionnelles. Voilà, donc, surtout ça. Après, le problème de se comparer, je vois des anciens qui me disent voilà, l'autre il n'a qu'une année d'exercice, ou l'autre peut-être je vais essayer de dépasser X ou la Y, techniquement, théoriquement, sur le plan théorique, etc. Là, c'est absolument nuisible, complètement nuisible en fait. C'est pas des challenges, c'est pas une compétition, parce que le dentaire, c'est essentiellement une compétition avec soi-même. D'abord, c'est la plus grosse compétition et c'est le plus gros adversaire qu'on puisse avoir. Mais je pense justement que
le fait qu'on publie davantage, qu'on publie de plus beaux cas, ça pousse justement à une meilleure dentisterie carrément. C'est très bien. Ah oui. Les gens sont en train de se challenger, les gens sont en train de faire leur maximum pour offrir quelque chose de meilleure qualité. Et maintenant on le fait plus non seulement pour le patient, mais on le fait pour nous, mais aussi pour l'exposer, pour le montrer. Ça nourrit notre ego. Ça nourrit notre ego, tout à fait, mais au final, c'est bien aussi. C'est très bénéfique pour le patient surtout. C'est très bénéfique pour le patient, bien sûr. Mettre des colorants sur une cisse du bas, c'est pas bénéfique pour le patient, mais mettre une zig, c'est vraiment bénéfique. Par exemple, la zig, je me souviens qu'en 2014, il n'y en avait pas où on achetait. C'était des gens qui ramenaient ça. Kaba, mais pour eux-mêmes, il n'y avait même pas de revendeur. Ça m'a été offert. D'ailleurs, je salue Monsieur Soufi, qui a un comptoir sur Oran. En tout cas, Soufi Dental, il me l'avait offert pour l'installation de mon cabinet. Il m'avait offert un kit de zig. Merci encore une fois, Monsieur Soufi. Et là, un petit peu, on se dit que c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de se challenger, surtout que de challenger les autres. Challengez-vous vous-même. Ouais. Voilà, vous voyez un acte, j'arrive pas à le faire, tiens, je vais le faire. Mais l'acte en lui-même, pas le dentiste, etc. Et puis, pas de fausses excuses, l'autre parce qu'il a les moyens, l'autre parce qu'il a, etc. C'est à vous de mettre en place vos moyens, c'est à vous de... Parce qu'il facture comme ça, parce que, etc. C'est à vous de vous challenger et d'atteindre vos limites selon vous-même, avec vous-même. C'est pas l'autre. Non, mais moi, vos limites, les limites sont les vôtres, pas les limites d'une autre personne. Mais moi, je dis toujours, si on est convaincu dans notre acte, on peut le facturer combien on veut. La facturation, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment un autre sujet. Mais c'est un sujet. On en parlera dans une autre vidéo. Mais là aujourd'hui, en fait, on voulait parler de l'auto-formation. C'est quoi l'auto-formation pour toi? Ah, pour moi, c'est quoi pour toi, ça? Moi, sincèrement, l'auto-formation, c'est un tout. Sincèrement, si je peux dire, à mes débuts, ça pouvait être lecture, ça pouvait être une conversation avec des praticiens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. J'en ai tellement appris avec vous d'ailleurs. J'ai stagié chez toi, on a discuté. J'ai beaucoup discuté avec toi aussi. Oui. Ça a été regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de webinaires. Moi, c'est un ensemble. C'est la capacité à se développer, à évoluer. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça ma vision de l'auto-formation, mais j'ai bien envie de connaître la tienne. Ce cas, tu cites un point très important. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de se charger émotionnellement, ça c'est une partie importante, mais il y a un deuxième point qui est tout aussi important, c'est le cercle vertueux. Le cercle vertueux, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, s'entourer de gens qui veulent avancer, c'est un paramètre très important. L'être humain a un instinct grégaire, je suis en groupe, donc cet instinct grégaire nous pousse souvent à aller chercher un groupe, c'est à peu près ça aussi qui pousse à supporter une équipe, à croire en un pays, en un drapeau, etc. Cet instinct grégaire aussi dans la science nous pousse à chercher à avoir un groupe, et plus on a un groupe de gagnants, c'est-à-dire qu'on va connaître des gens qui veulent évoluer, ou des gens qui ont déjà évolué, ou des gens qui évoluent, qui sont en train d'évoluer. Et ça permet un petit peu de raccourcir le chemin dans ce qu'on appelle l'auto-formation et d'avoir une meilleure réflexion. Parce que, personnellement, je peux donner une vision, une idée, mais si vous en avez 4-5 autour de vous, 6-10 personnes, ces 10 personnes-là sont des gens qui sont globalement positifs, on ne va pas être positif tout le temps, mais c'est une personne souvent négative par rapport au métier, par rapport à ce qu'on peut faire techniquement, par rapport, etc. C'est une personne qui va vous freiner, ça c'est clair. Donc ça, c'est un point de départ important. En fait, c'est un deuxième point de départ. Se charger émotionnellement d'une manière positive et puis avoir un cercle d'amis professionnels et de connaissances professionnelles qui peut être aussi virtuel en fait. Par exemple, les groupes qui sont sur Internet ou les forums où les gens se partagent, c'est aussi un cercle de personnes vertueuses. Je citerai des pages comme Tomorrow Too, Style Italiano, French Kiss aussi. Voilà, exact. Et puis d'autres forums, Dental Town, Genol, pour ne citer que cela, Roots aussi sur Facebook. Et là, il y a des gens qui partagent et qui échangent presque au quotidien. Et en fait, c'est que c'est aussi un cercle virtuel, mais c'est vraiment un cercle vertueux. Donc ça, c'est un autre départ, je le dis, par rapport à l'auto-formation. De fixer des objectifs qui sont clairs, en fait. Notre objectif doit être, tout à l'heure je le disais, je répète, doit être imagé. Et doit correspondre à une réalité, l'objectif. Dans le sens où, par exemple, on peut voir un acte, ça peut être un objectif, mais on peut se voir le faire avec cet instrument, sentir même l'odeur
sentir un petit peu peut-être le jet d'air, l'odeur, de visualiser, essayer de le vivre au maximum. Et ensuite lui donner du temps, peut-être 5 ans, 10 ans dans votre tête. Réfléchir à cet objectif-là, ça c'est une partie importante parce que pour pouvoir avancer ensuite, il y a des astuces et des techniques dans l'évolution par semaine, par jour, par mois, par année. Mais avant tout, 10 ans. Plus en fait. Si on n'a pas un objectif sur 10 ans, c'est même pas la peine de commencer. Ouais, direct, ça c'est clair. Si on n'a pas une image sur 10 ans, même pas la peine de commencer. Tu sais que tu m'avais dit le premier jour que je suis venu assister chez toi. Voilà. Juste une petite question aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un étudiant en fin de cycle, 5e, 6e année? Comment tu peux lui donner des conseils pour s'auto-former? Quels sont les moyens qui vont lui permettre de s'auto-former? Tout d'abord, c'est commencer à côtoyer les gens qui veulent s'auto-former. Voilà, donc comme j'avais dit tout à l'heure, se charger émotionnellement, c'est une partie importante. Le cercle vertueux, c'est une partie importante. Et le cercle vertueux peut être aussi à la fac. Okay. Et tu disais, je crois, tout à l'heure dans une discussion en off, on discutait un petit peu entre nous que le succès pour un étudiant peut être représenté par de bonnes notes, ce qui n'est pas nécessairement une réalité en fait. Parce que la réalité du succès, chacun a son succès, chacun le voit différemment en fait. Même si pour tous le succès est évident, tu connais un petit peu cette histoire de l'évidence du succès, si vous voulez que je fasse une petite... oui. En anglais, on dit que success is obvious en fait. Le succès est évident. Je poserais une question toute bête par rapport au succès. Je dirais, je demande à Amir, je te demande, pour toi, c'est quoi un restaurant qui marche? Un restaurant qui marche, c'est un restaurant qui est booké pendant un mois. Non. C'est quoi un bon restaurant pour toi comme client? En tant que client, déjà rentrer, trouver que tout est propre. On parlait aussi de la salle de bain et plutôt des toilettes en fait. Sanitaire. Voilà. Et aussi, il faut que la nourriture soit bonne. Très bien. Le service aussi, il faut que ça soit... Stationnement, l'accueil... le service, etc. Et que ça soit bon. La prise en charge, la petite attention qui est apportée en fait au client. Rien à rajouter, ça? Ouais, je le rejoins parfaitement. Très bien, c'est évident, je crois. Je pense même le caméraman, je crois que est d'accord avec ça. Donc en réalité, c'est que là, un restaurant qui est bien, c'est évident pour tout le monde. Et pourtant, on n'en a pas autant. Pourquoi? Ça, c'est un succès qui est évident. Pourquoi? Ouais. C'est bien de se poser la question. En fait, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions durant notre évolution, dès le départ d'évolution. On ne vit pas l'évolution au cœur même de cette route. Et par exemple, dans le truc, ce cercle vertueux permet un petit peu de la vivre. Parce que pourquoi? Si vous allez un petit peu dans votre fac, les étudiants qui vont chercher plus ou moins à remplacer, qui vont chercher à faire des stages, qui vont voir des webinaires, des conférences, en fait, essayez d'être avec eux que d'être avec d'autres qui seront blasés. C'est un point important. Ça va me dire c'est de l'hypocrisie, machin. Non. C'est juste c'est ça la vie un petit peu. Et le relationnel est une partie importante. Et même pour moi, déterminante dans ce qu'on va appeler l'auto-formation. Parce que tout seul, là, tu vas être face à ton ordinateur. Oui, il y a beaucoup de vidéos de conférences sur YouTube, il y a beaucoup de ça, mais le chemin est tellement... l'information est tellement disponible et autant indisponible en fait. Cette disponibilité la rend indisponible aussi parce qu'on ne sait pas quoi apprendre. Et pour les gens qui ont l'habitude d'apprendre d'une manière linéaire, ou 90% des gens peut-être l'apprennent d'une manière linéaire, tu as 1 plus 1 et 2, etc. On a fait ça d'ailleurs depuis exactement. Oui. Moi je suis un peu plus arborescent, c'est différent. Voilà. Donc c'est une nature d'être tout simplement. C'est nature humaine, oui. Exactement. Mais ensuite c'est que lorsqu'on apprend les choses d'une manière linéaire, tout le monde le fait de cette manière presque, je disais. On a tendance un petit peu à chercher un parcours et il y a une première marche et une dernière marche et malheureusement ça n'existe pas. Malheureusement ça n'existe pas. Et, dans votre parcours, vous allez plutôt tenter de gravir une montagne, vous allez un petit peu parfois vous accrocher à un arbre et d'autres fois être sur vos mains et d'autres fois revenir en arrière pour mieux repartir, etc. Et sur ce parcours-là, il vaut mieux être avec des gens qui vont essayer plusieurs alternatives avec vous et plus vous serez nombreux dans cette avancée-là, mieux c'est. Donc cherchez un petit peu les gens donc ça c'est pour auto-formation, j'insiste un petit peu. Donc, personnellement, individuellement, se charger émotionnellement, et ne jamais se comparer aux autres, se comparer à soi-même, se donner des objectifs à soi-même, et aussi être au contact d'autres gens qui veulent avancer. Ça, c'est déterminant encore une fois. Okay. Donc là, c'est le meilleur moyen en fait pour pouvoir s'auto-former, c'est de s'entourer de gens
qui s'auto-forment. Mais en même temps, d'être motivé pour le faire aussi. D'être motivé, oui, on parlait d'être chargé émotionnellement. Et là, c'est des gens dans la réalité, c'est-à-dire vous êtes étudiant. En même temps, il y a des cercles vertueux, je l'ai dit, des cercles vertueux qui sont sur Internet aussi. Là, c'est un peu moins connecté émotionnellement. Okay. Hein. Et des cercles vertueux sur Internet, moi je me souviens, c'est vrai que par exemple le fait d'avoir été connecté assez rapidement, d'avoir connu les réseaux sociaux pour des raisons, d'autres raisons que dentaires, associatif, en tout cas c'est pas autre chose, oui, on ne peut pas penser à autre chose en fait. Et, politique, quote. Voilà, on va dire, voilà, ouais. pour des relations, on va dire, plutôt professionnelles. Hein. Et puis j'ai aussi dans la réalité, c'est que je suis parti, je crois que ça m'avait marqué, parti voir une conférence. J'étais en 4e année, il y avait un ami qui était en 5e, Khaled Hamad, en tout cas je le cite. J'étais parti avec lui voir une conférence à l'hôtel Mercure et j'ai un petit peu, j'étais là avec lui, j'étais avec d'autres amis, on était encore étudiants, voir des camps, voir etc. Et puis là, puisqu'on était débutants, on est parti presque quasiment tous les symposiums, etc. En groupe d'amis, ça c'est une partie importante. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis installé avec 2 amis. Et donc, toujours à la recherche de cette émulation positive. Justement, ça ne s'arrête pas uniquement lorsqu'on est étudiant. Non, ça continue. C'est très important. C'est très important de faire là maintenant. Genre, même si on n'arrive pas à se connecter sur Internet, il y a aussi la connexion. En réalité, même si Internet c'est très très accessible. Là, c'est une partie importante. Et l'autre partie, c'est savoir ce qu'on veut faire. Donc, lorsque tu as un objectif, c'est clair. Moi, personnellement, je voulais m'installer. Voulant m'installer, par exemple, je savais que fallait faire un cabinet d'omnipratique, c'est surtout de l'endodontie. Fallait bien faire, c'est pas ce qui me passionnait le plus. J'étais beaucoup plus attiré par le blanc, par le collage, ce que j'adorais voir. Et puis l'endodontie, et puis j'ai eu la chance d'être au contact, cercle vertueux toujours, d'un ami, Nazim Khazana, que je salue. Nazim, par exemple, qui vivait au Maroc, et puis qui était rentré s'installer en Algérie, grâce un petit peu à son Maroc, il y a eu un professeur que je cite, je salue aussi, professeur Saïd Haïmi, qui était venu en Algérie nous donner une formation d'initiation à l'endodontie, puis un certificat d'endodontie sur 3 modules. J'ai été parmi ceux qui ont aidé à organiser un petit peu. J'ai beaucoup appris, j'étais en contact de quelqu'un d'extraordinaire qui est Saïd, et qui m'a aussi insufflé cette motivation. C'est un prof qui a écrit des articles, etc. Il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, moi un jour j'aimerais bien donner une conférence et faire comme toi. Il me dit, mais tu peux le faire dès maintenant. Je crois qu'il suffit juste de commencer à travailler. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré. À l'époque, ça m'avait marqué un petit peu. Donc ça revient un petit peu à ce cercle, vertueux. C'est important. L'endodontie, t'as été imposé Non, ça veut dire pas. C'est pas un choix. Ça n'a pas été un choix. C'est pas un choix. C'est venu à toi, c'est pas... Exactement, c'est venu à moi. Plus attiré par attiré que par l'endodontie. C'est une suite logique en fait. Collage plus que l'esthétique. Je suis quelqu'un de très cérébral. Dans le sens où j'adore réfléchir et voir les choses dans leur chimie, biochimie, et partir un peu plus loin, nourrir mon cerveau dans certains détails qui peuvent sembler inutiles pour d'autres, mais pour moi ça semble important. Même si j'en parle pas, j'utilise pas au quotidien, je ne vais pas dire que le collagène, machin chouette, etc. Je ne vais pas être dans ce détail-là au quotidien, mais c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Qui te permet en fait de bien comprendre. Et en endodontie, j'ai découvert aussi ce monde-là cérébral très très intéressant. Oui, mais pour moi l'endodontie en fait ça nous permet d'avoir un challenge. C'est pas dans chaque cas mais plutôt dans chaque canal en fait. Et c'est quelque chose de... c'est passionnant. Bon, moi je trouve ça passionnant, je sais que tu trouves aussi, mais c'est pas en fait tout le monde qui trouve ça passionnant. Mais en fait c'est un challenge, ça stimule un petit peu le cerveau et c'est la même chose que l'apprentissage, c'est-à-dire le blocage il est essentiellement dans quoi? Ce qu'on voit loin, c'est bien de voir très loin. Mais on ne commence pas. Et lorsqu'on commence, on va aller très loin. Ouais. Il y a un proverbe chinois qui dit en fait le voyage de 1000 pas commence par un pas. Exact. Donc c'est la même chose en endodontie, c'est-à-dire que là on va mettre une anesthésie, on réfléchit déjà à ce qu'on va atteindre l'apex ou pas. Là c'est bon, on va rater on va déjà rater son acte. Chaque étape est une étape importante et voir les choses de cette manière-là, c'est la même chose par rapport à l'auto-formation, par rapport à l'évolution. On réfléchit par besoin clair, défini, très 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 clair pour notre cerveau. Plus on donne les choses, on clarifie les choses,
plus on peut les aborder. Ok. Bon, plus il y a moins de frustration aussi. Revenons un petit peu sur le sujet. C'est le sujet en fait. Oui, c'est le sujet, on est en plein dedans, mais là je voulais juste aussi te poser une autre question. Faut-il forcément payer pour se former? S'il y a le besoin, oui. S'il y a le besoin, oui. Ok, est-ce que tu peux développer un petit peu? Très bien. Donc par exemple, si quelqu'un qui n'exerce pas, qui n'a jamais exercé, au-delà de se payer un webinar sur internet, moi je trouverais un petit peu, sauf s'il a les moyens en fait. Voilà, s'il a les moyens, qu'il aille, parce que la formation qu'il va se payer, il va être au contact d'un formateur. Ce formateur travaille au quotidien, c'est quelqu'un, puisqu'il est formateur, c'est quelqu'un qui communique, qui a de la pédagogie. Puis les gens qui seront là, c'est des gens qui veulent apprendre. Donc il va élargir son cercle vertueux. Ça c'est bien. S'il en a les moyens en fait, j'insiste. S'il n'a pas les moyens, c'est pas la peine de s'endetter ou la demander aux parents s'ils sont un petit peu limités pour ça. Voilà. C'est un petit truc léger, etc. Les conférences, c'est obligatoire, par exemple. Les conférences, faut y aller. Peu importe le niveau de l'orateur, du formateur, au début, lorsqu'on est étudiant, etc., il faut y aller, il faut voir. Il y en avait beaucoup à l'époque. On se déplaçait même sur Oran. Dantex, Algiers, il faut y aller. J'étais très content la dernière fois. La dernière fois, dans Algiers, il y avait plus de 400 personnes. À ma présentation, j'étais super content. Justement, ces formations qui ont énormément augmenté sur le marché, si je peux me permettre. Ma question, c'est comment justement choisir sa formation? Comment choisir... Donc, en fait, oui, je comprends la question. En fait, c'est genre la question, la formation, si on ne pratique pas, qu'on peut se le permettre, c'est beaucoup plus pour élargir son cercle vertueux et apprendre une philosophie, une manière de réfléchir. Là, c'est un objectif. Mais lorsqu'on commence à pratiquer, on ne doit pas aller vers une formation pour commencer à faire quelque chose. On doit déjà avoir une très bonne idée, enfin une bonne idée, très bonne, ça n'existe pas, je crois. Disons une base théorique. Il faut avoir une base théorique, même un petit début pratique, pour pouvoir poser les bonnes questions. Personnellement, par exemple, faire une formation de photographie dentaire sans avoir d'équipement d'appareil photo, sans avoir lu un petit peu, ça ne sert à rien, parce que au moment où on aura besoin de poser les bonnes questions, par exemple après une centaine de photos sur patient, il n'y aura personne pour nous coacher ou nous guider, il n'y aura pas ces gens-là. Mais pour être plus spécifique, justement, quelqu'un qui vient de finir ses études, automatiquement il sera omnipraticien, il va commencer à faire de l'omnipratique. Donc à ses débuts, il doit commencer par quel type de formation? À ses débuts, il doit commencer par essayer d'avoir la confiance du patient. C'est-à-dire que sur les 3, 4, jusqu'à 6 premiers mois, tout le monde grille ça en fait, je le vois, mais tout le monde grille cette étape-là et la prend à la légère et croit pouvoir aller plus loin, plus rapidement. Mais sur les premiers mois, l'objectif c'est de pouvoir soulager l'urgence. En fait, la plus grosse bombe au cabinet, c'est l'urgence. Un patient mécontent, un patient peureux, pouvoir gérer ça. Donc, même sur votre base théorique, c'est comment gérer l'urgence dans une pulpite, une nécrose, gérer un traumatisme, un enfant qui pleure, un patient mécontent parce que peut-être vous êtes dans un cabinet où le patient est chez l'autre dentiste et que ça fait mal après un acte, comment gérer ça, comment le convaincre. Et puis ça c'est l'étape la plus importante. Lorsqu'on débute, on fait une anesthésie, donc apprendre à faire une très bonne anesthésie. Donc on se concentre en fait sur des choses qui sont rapidement, dont on a rapidement le besoin. Surtout au début. Et là, sur les 6 premiers mois, si on a des patients qui reviennent nous voir, on a gagné la première étape. Donc ça, c'est la première étape. Genre que je commence, etc. Je commence à pratiquer. Parfois, les 6 premiers mois, ça devient un mois seulement pour certaines personnes qui ont beaucoup de patients, qui voient beaucoup de personnes. Ils vont commencer directement avec un nombre important dans le bain assez rapidement. Et là, si c'est dans l'omnipratique, en moi, avoir une idée sur l'endodontie en rotation continue, par exemple, c'est juste un petit truc léger, une formation, peu importe laquelle, avec n'importe quel formateur. Après avoir tenté de faire nous-mêmes sur DonSèche, sur des bases théoriques, sur ce qu'il y a sur Internet, et ensuite, après avoir tenté quelques petits gestes sur patient, on va faire formation, peu importe le formateur, peu importe, c'est pas le plus important parce que dans tous les cas, au stade où vous en êtes, vous avez juste besoin d'un petit upgrade. Et là, vous allez chercher à avoir cet upgrade au contact de ce formateur-là pour lui poser vos besoins. Par exemple, moi, je veux utiliser un système, et là, on est toujours à ce stade-là, on est toujours en question de qui est le meilleur système, etc.
En réalité, après 2-3 ans, c'est d'autres questions qu'on se pose. C'est d'autres questions, mais au début, pour répondre à ça, peu importe la formation. C'est exactement le schéma que j'ai pris en internet. J'ai commencé avec des patients, j'ai commencé sur des dents sèches et puis j'ai commencé à faire des petites formations qui m'ont justement permis de poser les bonnes questions. Tout simplement. Il faut que ça réponde à un besoin. Et c'est justement ces questions étaient plus spécifiques et le fait d'avoir connu le problème, où était mon problème, ça m'a permis justement de trouver plus facilement la solution. Voilà. Et puis la suite était en fait, je l'ai dit, il y avait logique. Je suis passé à d'autres soucis, à d'autres. En fait, t'imagines, là j'ai vu un webinaire de 1h30 qui parlait de pourquoi 6% la chronicité. Pourquoi 6%? Pourquoi pas 7%? En fait, et là, genre, tu vois que les gens vraiment ils se posent des questions, mais vraiment en fait, aller loin. Il y a d'autres questions, par exemple, pour aller loin. La bactériologie des apex? Non, on peut aller beaucoup plus loin dans certains détails techniques et de performance technique, dans la lecture d'une radio, dans même par rapport à la préparation, par rapport à l'obturation, par rapport, et même encore plus loin par rapport au diagnostic ou les pulpopaties, c'est un petit peu tout un monde, la méthodologie, etc. Mais nous-mêmes, en fait, on doit répondre au début à des besoins qui sont clairs. Et on évolue, on sait où on veut aller, mais on y va selon un besoin qui est rapidement solvable. Okay. Donc trouver les problèmes rapidement solvables. Solvable veut dire solvable. Je sais. On peut résoudre. Enfin, j'utilise un petit peu des termes plus. Du coup, là, je sais en fait que tu tournes bizarre les réseaux sociaux, surtout les contenus dentaires. Pas tellement, mais bon. Il y a beaucoup de questions en fait qui tournent autour des formations à l'étranger, comme les DU, les masters et tout. Qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui peut se permettre, parce que ça coûte une blinde, mais aussi qu'est-ce que tu en penses déjà globalement? Quel est ton avis dessus? Parce que déjà, nous sommes dans un pays du tiers-monde. Le fait d'aller dans un pays qui se développe, déjà il y a plus de personnes vertueuses. C'est déjà ça, donc on va être plus au contact de personnes qui avancent réellement, qui avancent vraiment, où le nombre est plus restreint chez nous. Donc il y a un point qui est assez déterminant. Être au contact de ces gens-là, c'est quelque chose de bien, parce que ces gens-là ont aussi d'autres groupes, et puis lorsqu'on se connecte à eux, on se connecte à d'autres chemins et circuits d'évolution. Ça c'est un paramètre déterminant, je l'ai dit, je le redis, etc. Donc rien que pour ça, pour ce paramètre-là, it's ok. Même par rapport au contenu, etc., après, c'est pas le plus déterminant, c'est beaucoup plus le cercle vertueux. Okay. Donc là, les formations à l'étranger ne sont pas une nécessité, mais un luxe en fait. C'est pas un luxe en fait. Non, mais à un moment ou à un autre, il faut se connecter à l'international humainement et directement et voir d'une manière de plus près comment ça se passe. Hein. Et il n'y a pas meilleur chemin que de se lier d'amitié ou d'affinité avec d'autres dentistes à l'international. Mais il ne faut pas en fait mélanger entre équivalence et master et DU. Je parlais de master et DU, c'est-à-dire que tu pars, tu fais ton master, ton DU et tu reviens. Non, je parlais absolument de ça. Par exemple, je connais des amis qui au contact de dentistes de niveau international, de renommée internationale, ont pu apporter une manière, une philosophie de travailler. Par exemple, moi-même, indirectement, j'ai été influencé par Riyad Azimen, qui est installé dentiste à Ouled Fayed, par une manière d'être, une manière de réfléchir, une manière de faire les choses, en rentrant en Algérie, et ensuite par la suite Ayoub Ben Hariga aussi, qui était en France au contact, Ben Dimrad aussi, mais beaucoup plus les deux. Riyad Azimen indirectement à travers quelqu'un qui travaillait chez lui, qui était Khaled Hammaj, et Ayoub Ben Hariga directement à son contact, on a beaucoup été en contact. Wassim Bouzid par exemple, aussi, quand on discutait beaucoup, et puis rien que son aura m'avait influencé. Moi j'étais très super débutant, assez connu sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup, et à contact de ces gens-là qui ont une connexion avec le monde qui évolue. Déjà on a une petite passerelle un petit peu pour aller plus loin. Et puis j'ai eu un contrat en tant qu'opinion leader chez 3M. J'ai été en contact de dentistes de niveau mondial, de stars de la dentisterie mondiale avec qui je me suis lié d'affinité, d'amitié, je dirais d'amitié. Ces dentistes-là m'ont ouvert vraiment plus que des passerelles. Et voilà. Donc c'est beaucoup plus le cercle vertueux en lui-même, et ces gens-là, aujourd'hui je les vois sur les réseaux sociaux au quotidien, je vois un petit peu qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, il y a une évolution, vers quoi ça va,
comment on fait et tout ça. Et plus tu te connectes directement à ce monde-là, plus ça permet d'évoluer. Et c'est la même chose par rapport au DU, par rapport au master, c'est beaucoup plus ça. Ensuite, par rapport à la rigueur et la discipline pédagogique, etc., ça te permet d'être dans un cadre où c'est linéaire, où les pas sont réglés par un coach. Ça, c'est bien. C'est très important d'être encadré en fait. Là, il y a des gens qui peuvent avancer sans vraiment être encadrés, tu vois, juste en étant inspirés. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'être encadrés. C'est des profils psychologiques différents. Je pense qu'on peut tous apprendre soi-même, on peut tous évoluer. Mais on apprend à 90% soi-même. Exactement, mais c'est juste plus lent. Donc tout l'intérêt du coaching ou du DU, du master, c'est de pouvoir avoir une rapidité. C'est d'avoir la rapidité de l'expérience, du profil. Ensuite, le contenu en lui-même peut être remis en cause au bout de 2 ans parce que la science évolue. Donc, votre contenu que vous allez apprendre peut être remis en cause, peut-être 5 ans, 6 ans. Mais c'est pas le plus important qu'il y a autour du. Ouais, exactement, la philosophie, le mindset, les gens que tu vas rencontrer. Exactement. C'est un paramètre super important. Parfait. De passer à autre chose. Là, tu parlais. Par exemple, tu me dis, moi j'ai un master aussi en 95. Et voilà, j'ai plus d'updates. Bah, mec. T'as rien. T'as une archive. Voilà, ouais. Tu m'avais dit que tu suivais ces gens-là sur les réseaux sociaux, qu'on parle du international, du national. Qu'est-ce que tu conseilles en fait aux dentistes algériens, jeunes diplômés surtout, de suivre comme dentiste, que ce soit en international d'abord, et on va passer aussi aux dentistes nationaux. Bah, qui commencent déjà à voir ce qu'il y a, et ensuite ils auront des affinités. Ils ont des affinités selon leurs besoins, ils ont des affinités selon ce qu'ils veulent atteindre. Aujourd'hui, c'est tellement disponible. Et c'est rien que pour. En fait, il suffit qu'ils s'intéressent, ils trouveront une voie en fait. Oui. Il suffit qu'ils s'intéressent, ils trouveront une voie. L'algorithme Instagram va faire l'affaire en fait. Tu commences à s'abonner. Voilà. Tu commences à t'abonner à une personne. Tu sais qu'il te met. L'algorithme aussi, Facebook fait la même chose. Voilà, tu commences à suivre un groupe dentaire, 2, 3, puis c'est bon, ils te proposent même. Plein de groupes dentaires, plein de groupes et de pages. Voilà. Déjà, tu commentes 1 fois, 2 fois, c'est bon. Un des rares avantages du Covid, c'est justement, ça nous a permis de découvrir les webinaires, de découvrir toutes ces personnes. Il a fait un webinaire, le confinement. T'as le composite. J'ai oublié le composite dentaire. J'ai oublié en tout cas, non, pas en composite dentaire, j'en fais pas. De webinaire. Je n'ai jamais fait de webinaire sur ça, mais on a des ateliers ici. Un petit peu aussi. J'ai oublié honnêtement. Ouais. Je voulais juste partager avec les amis ce que je pouvais. Voilà. Je pense que c'était tout. On a fait le tour de tout. On te remercie en fait d'être venu. Merci à vous. C'était génial. Ouais, c'était génial. Déjà, on se voit chaque jour. En fait, nos discussions elles sont comme ça. C'est pas juste devant une caméra en fait. Et c'était un plaisir de l'avoir. On va le revoir aussi dans plein d'autres vidéos. On va parler de plein d'autres sujets. Je suis avec mes amis, donc ça ira. Voilà, ça serait génial.